c'est Emric. Et c'est Hugo. Et bienvenue sur la web radio du lycée. Bienvenue dans une chronique qu'on va animer tous les deux et potentiellement avec des invités un jour, peut-être, on espère. Où on va parler de jeux vidéo. Et donc, dans Parlons jeux vidéo, nous allons... Parler de jeux vidéo. Et à quoi tu penses quand on dit jeux vidéo ? Bah, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, Doom, Zelda, Mario, plein de... C'est pour ça qu'on va parler de RPG. Rien à voir. Mais Emric, personne n'aime les RPG. C'est faux. Moi, j'aime bien les RPG. Non, mais en vrai, les RPG, c'est quand même très connu. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de... une RPGification. Oui, il y a des profs de français qui ont explosé. Des jeux vidéo modernes. Mais aujourd'hui, en fait, j'avais envie de parler des action RPG, plus spécifiquement. Mais Emric, qu'est-ce que c'est les action RPG ? Eh ben, c'est très pratique que tu m'aies posé cette question, justement. Parce que j'ai là un texte qui définit ce que c'est qu'un action RPG, donc je ne vais pas lire et je vais improviser une définition. Un action RPG, donc comme son nom l'indique, c'est un genre de RPG. Et que la société d'un RPG, c'est un role-play game, ou jeu de rôle en français. Un jeu de rôle, c'est un jeu... Enfin, quand on parle de jeu vidéo, un jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel tu incarnes un personnage, tu joues son rôle, du coup, et ce personnage évolue. Alors généralement, le RPG, la façon de te faire incarner un personnage, ça va être de lui donner des ordres. La mécanique de donner des ordres, donc le tour par tour. Pokémon, c'est un très bon exemple de ça, parce que là, tu incarnes un personnage qui donne des ordres. Tu donnes des ordres à un personnage qui donne des ordres à une entité séparée, qui est ton Pokémon. C'est Inception, ton truc, dis donc. C'est une mise en abîme. Waouh. Et le action RPG, en fait, a cette partie évolution, donc les statistiques, le niveau, l'expérience, les équipements. Tu ajoutes une dimension action, du temps réel, principalement, généralement. Ça va être du coup un jeu où tu incarnes un personnage qui évolue au travers d'un système de niveau, d'expérience, de compétences, d'équipement, de ce que tu veux. Et ce personnage, tu lui donnes des ordres, mais en temps réel. Ce n'est pas du tour par tour, c'est pas du Final Fantasy où tu dis à ton personnage de faire une attaque et quand ce sera son tour, il la fera. C'est tu dis l'action et s'il peut la faire, il la fait immédiatement. Oui, donc de la même manière qu'un Dark Souls où c'est vraiment toi qui vas boire ta flaque d'excuse ou faire une roulade au moment où tu donnes l'action. Exactement, et d'ailleurs on peut citer Dark Souls, on peut citer les Monster Hunter, The Witcher, la série de jeux vidéo, Mass Effect, Elder Scrolls, Fable, pour les gens qui sont là depuis un peu plus longtemps. Les gens un peu plus vieux, quoi. On peut citer Zelda 2 en particulier, Adventure of Link, qui avait un système d'expérience et de niveau, et c'était du temps réel. On peut parler de Secret of Mana, et pour remonter encore plus loin, le premier action RPG, d'après Wikipédia, c'est un jeu qui s'appelle du coup Tower of Druaga, qui est sorti en 1984 au Japon, seulement au Japon. Alors, ça va être un thème récurrent, ça, le seulement au Japon, attendez-y-vous. On en parlera dans une autre chronique. Ouais, la délocalisation, ce vaste sujet. Et donc Tower of Druaga, c'est l'histoire du roi Gilgamesh qui va dans la tour du démon Druaga pour sauver la prêtresse. Ah tiens, ça change un peu pour une fois. Ouais, 1984, déjà anticonformiste. Tales of, la série des Tales pour les intimes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la série des Tales of, c'est une série qui a commencé en 1995, au Japon. Seulement au Japon. Encore une fois, encore et toujours, tu sais. Mais qui a été popularisée en Occident par un jeu en 2003, qui s'appelle Tales of Symphonia, que vous pouvez potentiellement connaître, avec un protagoniste qui s'appelle Lloyd Irving, un châtain avec une chemise rouge et 2 épées. Et je cite... Parce que 2 épées, c'est plus cool qu'une épée. Donc la série des Tales of a eu un petit renouveau ces derniers temps avec la sortie du tout dernier Tales of Arise, auquel je n'ai pas joué, mais bon sang que j'aimerais, et la sortie de la version définitive de Tales of Vesperia, qui est du coup, à mon sens, le meilleur Tales of, très clairement, et un excellent action RPG auquel toute personne, si vous en avez l'occasion, devrait... Si vous en avez envie aussi. Ah non, jouez-y. Franchement, jouez-y. Franchement, c'est une expérience qui mérite d'être vécue au moins une fois. Vous n'avez pas le choix. Ah non, mais tu sais,
les vieux action RPG comme ça, à mon sens, c'est vraiment des jeux géniaux. La quantité de contenu dans Tales of Vesperia, tu te lances dans une histoire qui est quand même vachement solide au niveau du scénario. T'es parti pour au moins 50 heures de jeu si tu veux vraiment tracer l'histoire. Si tu prends ton temps, facile, les 100 heures, tu les atteins. Ces vieux Tales of, et surtout Vesperia, sont connus pour la rejouabilité en fait. La rejouabilité qui est énorme, parce que certes il y a le contenu en soi-même du jeu, qui d'ailleurs, parlons-en du système de combat rapidement, le système de combat est très bien pensé, parce que on prend par exemple Xenoblade Chronicles, qui est un action RPG plutôt entre guillemets moderne, qui a été d'ailleurs délocalisé au cours d'un projet de délocalisation de plusieurs RPG pour voir si ça plairait au public occidental. Spoiler alert, ça a plu, et c'est comme ça qu'on a des RPG maintenant. Je Merci rembobine. Du coup, le système de combat de Vesperia évolue au cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'on te donne des nouvelles mécaniques au fur et à mesure, tu commences à t'ennuyer du système de combat, ok, tiens, une nouvelle mécanique, on t'introduit le hors limit, on t'introduit les arts mystiques, les arts explosives, je balance des noms au hasard, et ça change en fait des action RPG modernes, qui sont vraiment genre, on te balance tout dans la figure dès le début, débrouille-toi avec les 300 pages de tutoriel, si t'as la flemme de lire et que tu vas avancer dans l'histoire, au bout d'un moment tu seras coincé, parce que la courbe de difficulté elle va faire fiou. Oui, donc voilà, c'est quelque chose qui s'était vraiment pensé pour que le système de combat suive l'histoire et qu'on soit jamais Exactement. que comme l'histoire évolue, le système de combat évolue avec lui. C'est justement, c'est pas comme tu dis, devoir lire les 300 pages de tuto et que si jamais t'as pas lu un seul détail sur toutes tes attaques, bah tu vas perdre. Bien joué à toi. Les Xenoblade Chronicles, ils sont forts pour ça. On y reviendra après. Mais du coup, une question que soulève en l'occurrence Tales of Vesperia surtout, c'est la question de la rejouabilité. Est-ce que c'est bien de, entre guillemets, forcer le joueur à refaire le jeu? Parce que Vesperia, la quantité de contenu qui est caché dedans est monumentale. Tu fais l'histoire principale seulement sans faire les Catanettes, t'es parti pour 100 heures de jeu. Tu fais les Catanettes, allez, 200 heures de jeu, tu les dépasses facilement. C'est comme Skyrim. Skyrim, l'histoire principale, N'est pas au final si grande que ça, mais c'est le contenu annexe qui fait vraiment la durée de vie du jeu et qui rend les joueurs vraiment addicts au jeu, on pourrait dire. Exactement. Même. Et bon, pour Skyrim, il y a aussi les mods, mais ça, c'est une autre question. Mais du coup, est-ce que c'est bien de demander à ton joueur du coup de rejouer plein de fois au jeu, parce que c'est du contenu que tu découvriras pas dans un premier walkthrough. Alors un walkthrough, c'est une partie. C'est une partie du début du jeu jusqu'à la vraie fin, entre guillemets. Pas forcément la vraie fin. Ou une fin, entre guillemets, que le jeu, justement, te dit, là, c'est la fin, quoi. Exactement, jusqu'au crédit. Jusqu'au crédit, quoi. Parce que, en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup, c'est... alors, le post-game se perd. Des gens seront pas d'accord avec moi, j'en suis conscient. Parce qu'on peut citer God of War pour ça. Parce que God of War avait qui était sorti sur PS4 avait un très bon post-game, apparemment. Vous avez quoi? C'était un RPG, c'était des zones où tu devais combattre des monstres qui étaient de niveau élite, et avec ces monstres, tu pouvais fabriquer encore plus d'équipements que ta partie de base, et ça te permettait de relever des défis pour encore plus de trucs, mais à la fin du jeu. Mais du coup, c'est une New Game Plus ou c'est quand tu finis le jeu, par exemple, c'est ce qu'on appelle le post-game, justement. Après avoir fini le jeu, après avoir eu les crédits, il reste encore des zones à explorer, des défis à relever, des choses à faire, quoi. Oui, parce qu'après, en fait, en rejouabilité, je comprends à la fois le post-game, le post-game dans le sens, sur ta même partie, tu continues à faire des trucs, t'as encore des choses à faire, et la New Game Plus. Alors le post-game, du coup, c'est, comme on disait, c'est le fait d'avoir des choses à faire encore dans le jeu, même après les crédits. Et la New Game Plus, c'est le fait de refaire le jeu avec des éléments de ta partie précédente. Par exemple, garder ton équipement, garder, tes statistiques ou des bonus dus au fait que t'aies fini le jeu. Par exemple, comme dans Secret of Mana, je crois, justement. Tu gagnes des badges à équiper à tes personnages, et comme tu gagnes des badges à équiper avec tes personnages par rapport à comment t'as fini le jeu, en fait. Du coup, après, tu peux refaire le jeu en étant surpété, rouler sur tous les boss. Voilà peut-être le problème. C'est que le problème, justement, de cette rejouabilité, c'est que est-ce que ça vaut le coup de refaire déjà quelque chose que t'as déjà fait,
Bah comme on disait Tales justement Vesperia par exemple. Certes, on découvre toujours des nouvelles choses, mais l'histoire reste la même au final. On revit des choses qu'on a déjà vécues et ça peut peut-être être redondant au bout d'un moment. Justement, dans Vesperia, un truc qui est bien fait au niveau... Pardon, excuse-moi. Un truc qui est bien fait au niveau du New Game Plus, c'est que tu peux le customiser quasiment à 100%. En fait, t'as des cases à cocher de ce que tu veux garder de ta partie précédente. Et tu peux même de rien cocher et juste garder le fait que c'est New Game Plus. Ça te met, tu sais, la petite étoile de j'ai fini le jeu. Ah oui, je vois, oui. Tu peux customiser ta New Game Plus à ton bon vouloir, et ça c'est génial, parce que du coup, si t'as envie de faire une nouvelle run, un nouveau walkthrough, avec la difficulté maximale, en étant en hard mode et en te mettant des handicaps, tu peux. Et si au contraire, tu veux faire une nouvelle run où tu te surpètes d'équipements, de compétences, de choses très puissantes, tu peux aussi. Pour te détruire, quoi. Exactement. Destruction, coalition. Non, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. Coalition, destruction. Et d'ailleurs, tu parlais de revivre la même histoire encore une fois. Ouais, mais ça peut être intéressant parce que quand tu fais des quêtes annexes en rapport avec l'histoire, ou que juste le fait de refaire l'histoire en ayant des connaissances de twists qui vont arriver après, tu peux être en mode ah ouais, je l'avais pas vu venir celle-là. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends, entre guillemets, où l'histoire va mener, mais tu comprends pourquoi cela arrive. Mais justement, peut-être que tu perds cette... en fait, en refaisant une partie, tu perds complètement ces sentiments de découverte, quand même. Du truc de la partie de base, parce que tu sais que ça va arriver, malgré le fait qu'il y ait des quêtes annexes. C'est compliqué quand même, parce que tu sais que cet événement va arriver, et que même si tu aides quelqu'un à cueillir 3 pommes, ça va pas changer la quête principale, quoi. Mais c'est quoi l'équivalent en face au final ? C'est, à mon sens, tu sais, c'est des jeux comme... alors, c'est pas un action RPG, techniquement, c'est Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est un jeu avec une quantité de contenu absolument énorme, mais un post-game quasi inexistant. Une fois que t'as battu Ganon, si t'as fait tout ce que t'avais à faire, bah... tu fermes le jeu, tu passes au suivant, quoi. Oui. Et puis voilà, est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent quand on y pense ? Parce que de nos jours, on est plutôt en ce moment, je dirais. On est abreuvé d'open world à la Breath of the Wild. Voilà, d'open world, un truc comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment recherché, entre guillemets ? Est-ce que le fait d'avoir, je sais pas, 93 000 quêtes annexes, par exemple, c'est une bonne chose ? Au final, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment travaillé, ou c'est juste du copier-coller de quêtes secondaires juste pour faire croire qu'on a de la durée de vie en plus, quoi. C'est marrant que tu dises 93 000 parce que c'est spécifiquement le nombre de quêtes annexes dans Xenoblade Chronicles. Justement, c'est parce que c'est parce que exprès. C'était fait exprès, justement. Oh, mais quel BG. Je sais pas, les quêtes annexes, c'est bizarre parce que d'un côté, c'est ajouter de la durée de vie artificiellement à ton jeu. Ça, généralement, c'est limite, surtout que les autres façons d'ajouter de la durée de vie artificiellement un peu pénible. C'est de faire des camps à récupérer, ou enfin à capturer, genre comme dans Far Cry où il y a 50 camps à récupérer, c'est toujours la même manière. Le fameux recyclage. Tu vas avec ton pistolet silencieux, tu fais tout le monde en silencieux parce que ça donne plus d'expérience. Je sais ce que c'est. Je parlais du recyclage, tu sais, les fameux recyclages de boss. Tu sais, t'as affronté ce boss, donc tu vas le réaffronter en version de feu, puis version de glace, puis version de foudre plus, version de foudre des ténèbres, version de foudre des ténèbres démoniaques. Oui, voilà. C'est bon, on l'a vu plein de fois ce boss. Bah justement, c'est ça qui pose un problème. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux moins de durée de vie ? De durée de vie, mais avoir des choses plus travaillées, justement. Comment ça ? C'est-à-dire avoir moins de quêtes annexes, de choses à découvrir, des trucs comme ça, mais que ces choses à découvrir, justement, aient vraiment un vrai sens et soit vraiment réfléchi. On cherche vraiment à récompenser le joueur pour sa découverte, plutôt que de juste lui donner une noix Korogo, t'as marché dans le truc au pif, t'as une noix Korogo. Ah, t'as raté ta noix Korogo, t'en fais pas, tu pourras toujours attraper les 899 autres. Bah, je prendrais un exemple bête. Par exemple, je vais prendre un jeu que j'ai aimé beaucoup dans mon enfance qui s'appelait Zelda Twilight Princess sur Wii. Il y avait des quêtes annexes entre guillemets où on te disait tu veux prendre un radeau et faire un mini-jeu pour avoir un chemin pour que ce soit plus facile pour aller plus facile d'une zone à une autre. C'est quelque chose d'annexe mais qui est bien travaillé. Le mini-jeu est fun, on s'amuse et tu peux le refaire si tu veux.
mais Ouais. c'est pas obligé. Je suis désolé, tu me parles de Twilight Princess, je peux pas m'empêcher de penser à mettre de l'argent dans un pot encore et encore et encore, et tu fais ça 99 fois pour avoir, je sais un quart de cœur. Yes. Oui, mais ça C'est différent. Ça c'est différent, mais par exemple, je sais pas, imaginons que dans Twilight Princess justement il y ait plein de trucs comme ça avec plein de mini-jeux, ça, au bout d'un moment on serait juste en mode, oh, on s'en fiche. Alors que là, il doit y en avoir 3 ou 4 mini-jeux dans tout le jeu et pourtant ils sont bien faits. Mieux travailler les récompenses des joueurs, tu veux dire? Me travailler les récompenses et surtout ce qu'ils doivent faire pour faire des récompenses. C'est par exemple, où je reprends God of War, il y a une énigme où tu dois activer 3 cloches. Et tu fais ça pendant l'entièreté du jeu. Et au bout d'un moment, t'es un peu là en mode... Ugh. Même si t'as des bonnes récompenses, c'est... Voilà, peut-être que s'ils en avaient mis moins, ça aurait été plus passable et plus digérable. Parce que justement, derrière, il y a quand même des bonnes récompenses derrière. Mais c'est pas juste le même truc de... Bon, elle est où cette cloche? Je vais lancer ma hache. Voilà, c'est pas ouf. Après, personnellement, je reviens rapidement là-dessus. J'aime beaucoup la façon dont ça s'est géré dans Tales of Vesperia. Parce que les récompenses dans Tales of Vesperia, d'un côté, tu peux avoir des récompenses comme une arme surpétée ou un équipement qui te permet qui est optionnel, hein, mais qui te permet de plus facilement faire quelque chose. Et de l'autre, tu peux avoir des catanex qui te donnent juste du lore. Et moi, en tant que personne qui est passionnée par le lore dans les jeux vidéo, tu me donnes une catanex pour avoir du lore, je te dis mais merci, mais donne-moi en plus, mais j'en veux encore. Et franchement, en vrai, je sais pas. Travailler les récompenses des joueurs et les catanex en elles-mêmes, oui c'est vrai, on en a marre d'aller chercher le dentier de Pépé Gérondif à la ville du début là. Ou d'aller chasser des dents de loup pour à World of Warcraft style, où t'es dans une quête et la première quête qu'on te dit que t'as à peine commencé le jeu. Hey, bienvenue aventurier, heureusement que t'es là, tu vas pouvoir nous aider à tuer des loups. Genre voilà, j'en veux 15. Ah au fait, t'as tué 15 loups. Oh bah tu vois, maintenant tu vas 20. Maintenant tu vas en tuer 20 et tu vas me tuer là le loup alpha. Yes. C'est redondant, c'est pas intéressant, ça allonge artificiellement la durée de vie. C'est ça que je dirais qui est assez énervant, c'est des quêtes où il y a aucun travail justement, c'est juste pour dire regardez les enfants, pleurez pas, on a donné de la durée de vie en faisant ça. Et du coup, autant j'aime beaucoup Xenoblade Chronicles et j'ai envie de défendre Xenoblade Chronicles, autant sur cet aspect-là, ils ont raté. Ils ont raté parce qu'il y a trop de catanex, des catanex pas intéressantes. Il y a le fameux sociogramme de Xenoblade Chronicles qui est un peu un mème. Alors le sociogramme de Xenoblade Chronicles, c'est parler à tous les PNJ. Tous les PNJ du jeu. Donc, pour faire un sociogramme des relations entre chaque PNJ. Donc ça veut dire que même le petit toutou qui se balade dans la rue, il faut savoir à qui il appartient, le petit toutou. Et en plus, ça évolue. Donc tu dois revenir à chaque fois que t'avances dans l'histoire, dans toutes les villes, pour parler à tous les PNJ, pour voir que ça évolue. Non, franchement, ça c'est mal géré. Mais du coup, la conclusion de tout ça, je dirais que c'est faire des catanex moins redondantes, plus intéressantes, et avec des récompenses du coup qui vraiment... Quitte à ce qu'elle soit plus dure, qui vraiment pousse le joueur à persévérer justement. Et même si c'est pour un peu de lore, mais moi je suis très, très bon pour le lore, mais peut-être que le lore, au lieu de faire des quêtes annexes, on pourrait le mettre dans des livres par exemple. De le cacher dans des livres ou le cacher. On explore un truc, une pierre runique avec le lore, ou comme dans Skyrim, t'es en train de te balader dans une librairie et là t'as un livre sur un conte qui t'apprend le nom du dragon, ce qu'il faisait, ou alors le nom d'un aventurier, sa vie, machin. Mais c'est complètement optionnel, mais t'es pas obligé de faire quelque chose derrière. Y a pas de va tuer machin pour que je te donne un livre. Non, tu regardes. D'ailleurs, petite parenthèse, le lore, c'est l'histoire cachée derrière l'histoire du jeu. C'est-à-dire, le jeu a une histoire, et en fait, le lore, ça va être l'histoire qu'il y a dans l'univers, en fait. Par exemple, la mythologie, le lore, ça comprend aussi... tous les personnages, les factions, tout ce qui est, les événements qui ont eu lieu aussi. Ça, c'est très important. C'est l'histoire de cet univers, en fait. L'histoire de cet univers avant et après que toi, en tant que joueur, tu sois dans cet univers. Exactement. Pour que tu comprennes peut-être ce qui s'est passé ou des légendes, des mythes, justement. Ce serait intéressant qu'on se penche pour la prochaine fois sur la question, est-ce qu'on priorise l'histoire ou le gameplay ? Le gameplay, oui. Et du coup, moi je pense que pour la prochaine fois, on pourrait se pencher là-dessus. Il y a de très bons idées à faire sur ça, parce qu'évidemment, il y a plein de jeux différents. Que si tu prends un Call of Duty ou un jeu Telltale Games, où c'est un jeu où tu fais des choix, mais il n'y a pas vraiment de gameplay. En fait. C'est un film interactif. On est en train de faire le débat là, par contre. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on verra ça pour une prochaine émission. Et oui, et du coup, c'était
Hugo, et Emric pour Parlons Jeux vidéo et on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau débat. merci de nous avoir écoutés.